Salut! Je te retrouve aujourd'hui, on est à la fin du mois de février et j'en profite pour te faire mes favoris du mois. On va commencer par le premier livre que j'ai fini au mois de février, c'est Circé de Madeline Miller. Je t'en avais parlé dans un vlog où je t'avais pris pour passer la journée avec moi et j'étais en train de le lire à ce moment-là. Il faut savoir que j'ai découvert Madeline Miller à Noël parce que mon mari m'a offert Galatée, donc c'est la dernière nouvelle de Madeline Miller qui est sortie en 2023. Mais je lui avais en fait surtout demandé Circé et le chant d'Achille, que j'ai également eu en cadeau. Et j'ai été très contente de découvrir cette autrice. Donc c'est une autrice américaine qui est née à Boston, qui est prof de littérature latine, donc prof de grec et de latin. Et elle a écrit donc 3 livres à ce jour, et je crois qu'elle prépare Perséphone, il me semble. Donc très très hâte. Et j'ai découvert du coup Madeline Miller avec Galatée. Galatée, c'est très court, donc ça permet pas vraiment de rentrer dans l'histoire et de s'attacher au personnage. Mais pour le coup, le chant d'Achille était vraiment incroyable. Je t'en avais parlé dans mon vlog et sur Instagram, dans mes favoris du mois de janvier. Et vraiment, le chant d'Achille, j'ai adoré ce roman. Il est vraiment très bien écrit, il est très beau, l'histoire est magnifique. On suit vraiment Patrocle qui est vraiment le narrateur du roman. Et donc on l'accompagne de son enfance à sa rencontre avec Achille jusqu'à la guerre de Troie. Donc on sait comment ça va finir quand on connaît la guerre de Troie et la mythologie. Quand on a certaines bases, on sait déjà comment le roman va finir. Mais elle arrive quand même à nous surprendre, à nous attacher au personnage et finalement à être surpris par les événements et par la tournure des événements. Donc c'est vraiment un coup de force, je trouve, ce qu'elle arrive à faire. Mais bref, pour en revenir en février, c'était bien Circé que j'ai lu en février. Et Circé, je vous avais dit dans mon vlog que j'avais eu un peu de mal avec le personnage de Circé en lui-même. Je trouve que le début est assez lent, assez pénible, et on a beaucoup de mal, je trouve, à s'attacher à Circé. Moi, clairement, je la trouvais chiante. Voilà, je trouvais vraiment le personnage chiant. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on progresse dans la narration et dans le roman, on retrouve la patte de Madeline Miller et on comprend ce qu'elle veut faire et ce qu'elle recherche comme message à passer finalement dans ce texte. Et finalement, Circé, c'est une vraie histoire d'indépendance, de connaissance de soi aussi. Parce que voilà, Circé, c'est un personnage qui est un peu ostracisé. En fait, elle est envoyée sur une île déserte pour éviter qu'elle fasse du mal aux gens parce qu'elle est considérée comme une sorcière. Et c'est à partir de ce moment-là où elle est envoyée sur cette île qu'on arrive vraiment à... Elle-même déjà se découvre et parfait en fait ses talents et les accepte. Parce que c'est pas quelque chose qui était forcément facile à accepter dans le milieu dans lequel elle vivait. Et c'est vraiment avec à ce moment-là que le lecteur aussi est beaucoup plus pris dans les événements et dans l'intrigue. Et voilà, encore une fois, c'est un livre où on redécouvre beaucoup de personnages mythologiques qui sont rappelés, qui sont présentés dans le roman. Donc il y a Ulysse qui fait vraiment le parallèle entre le chant d'Achille et Circé. Donc vraiment, c'était un grand plaisir, encore une fois, de lire un texte de Madeline Miller. Je pense que c'est une autrice qui arrive vraiment à moderniser la mythologie et à en faire des textes qui font vraiment écho et résonance avec notre société d'aujourd'hui. Donc ouais, vraiment, c'était trop bien. Je vous conseille 1000 fois Madeline Miller, surtout que maintenant, ils sont en poche, ils sont pas très chers aujourd'hui et ils sont sûrement disponibles en bibliothèque également. Donc vraiment, lisez Madeline Miller, vous le regretterez pas. Comme autre favori, je te parle évidemment de la crème solaire Beauty of Joseon. Franchement, c'est un super produit que j'ai découvert là au mois de février. C'est une crème solaire que je compte utiliser comme crème solaire de ville. Et donc c'est une crème solaire coréenne, donc il y a un SPF de 50+. C'est au riz et au probiotique, donc c'est un peu une crème solaire qui se veut aussi soin et presque crème hydratante finalement. Et ça peut vraiment servir de 2 en 1, même si je continue quand même d'utiliser ma crème hydratante en dessous de ma crème solaire. Et c'est vrai qu'avec les beaux jours qui vont arriver, ça va vraiment être utile d'avoir un solaire comme ça, facile à utiliser, qui laisse pas de film blanc, qui fait un effet assez joli sur la peau. Là, je l'ai actuellement sur la peau. Et voilà, ça renvoie la lumière, ça fait une espèce de glow très naturel, très léger. C'est pas du tout un effet gras qui va être un peu
comme peuvent l'avoir les effets, les peaux grasses comme je l'ai. Ça va vraiment être quelque chose de lumineux mais pas de trop marqué et au moins il n'y a pas du tout d'effet blanc. Donc c'est surtout ça que je recherchais et je suis très contente parce qu'avec ce produit ça correspond vraiment à mes attentes. Donc très contente de savoir que je vais avoir une petite protection solaire pour que je vais pouvoir utiliser de manière quotidienne pour les beaux jours qui arrivent. Donc voilà, je te recommande à 100%, même si son succès n'est plus à prouver. Et moi, je te confirme clairement que c'est un bon produit. Tu peux y aller les yeux fermés. Pour le commander, tu peux passer par Yestal. Je sais qu'elle est vendue à peu près à 14 euros, 15 euros maximum sur Yestal avec les réductions qu'ils font de manière très régulière. Mais pour ma part, je suis passée sur Amazon. Donc je l'avais eu à 20 euros. Je sais que les prix sur Amazon fluctuent davantage que sur Yestal, mais sur Yestal, il y a des risques de recevoir des frais de douane. Même si après ils les remboursent en crédit sur le site, c'est vrai que c'est pas toujours évident de devoir payer des frais de douane quand on se fait livrer un produit. Donc voilà, donc si tu préfères éviter sur des frais de douane, je te conseille de passer par Amazon. Je vais aussi te parler d'un autre favori qui n'est pas matériel, mais il s'agit d'un reportage que j'ai regardé sur la chaîne d'Arte sur YouTube. Voilà, généralement, on regarde beaucoup de reportages avec mon mari sur Arte. On aime beaucoup les émissions qu'ils proposent et c'est toujours des choses très différentes, très variées et très ouvertes sur l'entièreté du globe et c'est toujours très intéressant. Et ce reportage portait sur la forêt et la gestion des forêts, les achats de forêts qui sont effectués par des associations afin de préserver en fait ces écosystèmes et la biodiversité qui y réside finalement. Donc ça a parlé vraiment d'associations en France qui achetaient des forêts pour limiter la chasse, pour limiter les coupes rases également. Parce que voilà, c'est vrai que les forêts, c'est le poumon de notre planète et il faut en prendre soin. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on est très intéressés par les forêts, on réfléchit parfois même à en acheter nous-mêmes pour essayer de sanctuariser finalement des espaces en France et des espaces végétaux où on est très intéressé par le reboisement et c'est aussi les forêts, il faut savoir que c'est aussi ce qui capte le plus de CO2 finalement sur notre planète. Donc étant donné la conjoncture actuelle et le réchauffement climatique général que tu subis et que tu connais aussi, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et le reportage était très très bien fait à ce titre. Il y a aussi dans ce reportage un bûcheron qui intervient et qui explique comment lui, il réalise son métier de manière responsable et de manière attentive finalement à la forêt, aux besoins des espèces, aux besoins des arbres et comment il a tourné le dos finalement à une gestion beaucoup plus industrialisée, de coupe rase. C'est vrai que les forêts sont aussi perçues comme des ressources pour beaucoup d'entreprises, mais il faut aussi les utiliser de manière responsable si on ne veut pas les abîmer de manière irréversible en fait. C'est super de replanter une fois que la terre est dévastée, mais ça ne suffit pas et replanter un arbre, ça n'a pas le même impact que de couper un arbre qui est là depuis 100 ans, puisque le temps qu'il pousse, etc., il ne va pas pouvoir capter la même quantité de CO2 qu'un arbre de 100 ans peut le faire, par exemple. Donc je t'insère le petite image du reportage et je te le mets aussi en barre d'infos si ça t'intéresse. C'était vraiment très enrichissant comme reportage et je t'invite vraiment à le regarder si tu veux te renseigner davantage sur ce domaine. Mon autre favori, ça va être Triste Tigre de Neige Sino. C'est une amie à moi qui me l'a recommandé et j'avoue que j'étais pas trop emballée à la base. Voilà, juste pour te resituer un petit peu, Triste Tigre, ça parle de pédophilie. Voilà, on va dire les termes de pédocriminalité et de viol incestueux que a subi l'autrice en fait dans son enfance par son beau-père. Et je t'avoue que j'étais pas hyper emballée de lire ce livre, comme tu peux t'en douter du fait de son thème. Et c'est vrai que voilà, j'ai lu Le Consentement de Vanessa Springora et j'avais un peu peur pas que ce soit redondant, parce qu'évidemment qu'aucune histoire de ce type n'est redondante. Mais c'est vrai que voilà, je savais pas trop ce que pouvait m'apporter ce livre en fait par rapport au consentement de Vanessa Springora, qui est aussi un livre fondamental et très précieux dans son domaine. Mais ma copine m'a vraiment encouragée à le lire parce que justement, ce Triste Tigre, ça va pas être une version romancée ou une version
trop factuel finalement de ce qu'a pu vivre l'autrice, mais ça va aussi être une réflexion sur la littérature et sur comment le sujet de la pédocriminalité est traité en littérature. Et c'est ça qui fait vraiment sa force à ce livre. On a plusieurs passages où l'autrice va s'attacher à analyser des textes très connus comme Lolita de Vladimir Nabokov notamment, mais aussi d'autres textes moins connus mais que j'ai eu la chance de lire et de connaître, qui sont, je pense notamment à l'histoire de Bone de Dorothy Allison. Petite parenthèse, Dorothy Allison est une autrice américaine issue des white trash, donc vraiment c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est une classe sociale très défavorisée et blanche des États-Unis, et elle aussi a subi de la part de son beau-père des sévices sexuels quand elle était jeune. Donc voilà, donc elle va vraiment essayer de montrer comment la littérature, comment le sujet est traité en littérature, en quoi c'est bien fait ou mal fait, en quoi c'est intéressant en tant que victime d'avoir ce type de ressources, et en quoi c'est aussi un problème par rapport à l'utilisation qu'en fait après la société de ce type de ressources, notamment Lolita, qui a parfois presque légitimé finalement la pédocriminalité, alors que c'était vraiment pas l'objectif de Nabokov. Mais comment ces ressources sont utilisées et à quelle fin elles sont utilisées, et comment en tant que victime et en tant qu'écrivaine, elle s'intègre dans cet écosystème-là, et comment elle veut justement changer peut-être des choses, mais aussi comment elle est en accord avec d'autres. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant comme livre. Ça parle aussi d'un procès parce qu'elle a réussi à porter plainte contre son agresseur. Et son agresseur a été... en fait, il a reconnu les faits. Donc il est reconnu coupable et il a été vraiment en prison pour ce qu'il a fait. Et c'est extrêmement rare encore aujourd'hui que la pédocriminalité soit pénalisée et mène à des sanctions pénales derrière par la suite. Et du coup, elle va aussi parler de la gestion judiciaire de ce cas, de la gestion carcérale, de ces individus aussi, des pédocriminels. Donc c'est vraiment un livre qui aborde plein de sujets autour de la pédocriminalité qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, et qui donne vraiment beaucoup de pistes aux lecteurs de réflexion. Et c'est en ça qu'il est vraiment très riche. Voilà, elle ne s'arrête jamais qu'au factuel. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ce qu'elle a vécu en fait. Et c'est en ça qu'il est vraiment pertinent et très difficile à lire malgré tout, parce qu'évidemment qu'elle reprend certains moments les traumatismes. Le traumatisme aussi, vraiment une pierre angulaire de ce texte, où elle va vraiment revenir dessus sur comment les victimes gèrent le traumatisme tout au long de leur vie, finalement. Et ça va au-delà même du traumatisme du fait d'avoir été victime de pédocriminalité. C'est le traumatisme de manière générale qui peut être abordé aussi. Donc c'est vraiment très riche. J'avais des craintes sur le fait qu'il soit trop dur. Je dis pas qu'il n'est pas dur, mais il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est pas tiré en longueur sur les faits. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est elle va vraiment au-delà de ça, et c'est en ça qu'il est vraiment pertinent. Et je comprends pas pourquoi certains lycées ont décidé de censurer ce livre dans les CDI notamment. Je pense que c'est une ressource très précieuse pour les adolescents et les enfants victimes d'agressions sexuelles et d'inceste. C'est pour... Enfin bon, les adolescents, parce que je vois mal un enfant lire ce type de livre, et je le mettrai pas non plus entre les mains de n'importe qui, mais pour des adolescents, ça peut vraiment être, je pense, un repère pertinent et rassurant, même s'il n'apporte évidemment pas de solution, et qu'une fois que les faits sont faits, bah évidemment c'est très difficile de vivre avec. Mais je sais pas, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant, et ça questionne beaucoup de choses. Voilà, donc je te laisse le découvrir si t'en as envie, et je t'encourage vraiment à le faire si t'avais des craintes, parce qu'il est vraiment très intelligent, très éclairant, et différents sujets sont abordés, et ce qui permet d'en faire vraiment un texte très riche. Voilà, je pense que c'est le terme approprié. Ce texte est très riche, très pertinent. J'ai beaucoup aimé. Et pour parler de sujets un peu plus légers, je te présente mon nouveau pot que j'adore. Voilà, je l'ai acheté dans la commune où vit mon père, donc je ne donnerai pas le nom malheureusement. Mais j'ai trouvé
Enfin, c'est écrit sous le pot le nom du créateur. Donc c'est Chic Antique Danemark. Et je crois qu'ils en vendent sur Amazon. Et sinon, en fait, c'est vrai que c'est que par retailer, donc par des revendeurs qui fonctionnent. Mais voilà, si jamais sur Amazon, il y a une boutique Chic Antique qui est disponible et tu pourras retrouver le pot. Mais je le trouve vraiment magnifique. J'adore ses couleurs, j'adore son effet un peu usé. Ouais, voilà. Et puis la taille aussi, trop mignonne. On va mettre une petite plante dedans, j'ai trop hâte. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi et pour mes favoris du mois de février. Ça aurait été un mois assez riche, notamment de manière culturelle. D'ailleurs, pour poursuivre sur la culture, je vais te parler d'une expo qui m'a pas trop plu. Donc ça sera mon petit non favori du mois. Donc c'est l'expo de Berthe Morisot qui a lieu actuellement à Paris au musée Monet-Marmottan, dans le 16e arrondissement. Le musée en soi est très sympa. C'est un hôtel particulier du 16e arrondissement, donc c'est plutôt beau, même si bon, moi j'aime pas trop le 16e arrondissement. Je trouve qu'on se fait un peu chier là-bas, j'ai l'impression que ça vive beaucoup. Pas très animé comme quartier, mais bref. Et donc dans ce musée, on a une partie sur Berthe Morisot qui est l'exposition temporaire. Alors j'ai trouvé l'exposition très pauvre. Au-delà de ça, les peintures de Berthe ne m'ont pas du tout plu. Voilà, il y avait des personnages d'enfants notamment et je trouvais que leur visage était presque jaune. T'as l'impression qu'ils étaient presque malades alors que c'était pas du tout l'effet voulu. C'est juste qu'en fait elle est issue un peu du monde impressionniste et c'est beaucoup les couleurs pastel. Et je pense que c'est en ça qu'il y avait cet effet jaune et un peu cireux sur les visages et la texture de la peau. Mais moi, ça me plaisait pas du tout esthétiquement parlant. Et au-delà de ça, ouais, la collection était très pauvre. Donc j'étais quand même un peu déçue. Mais ce qui est pas mal dans ce musée, on va quand même finir sur une note positive, c'est la salle qui se trouve en sous-sol et qui est dédiée à Monet. Dans cette salle, on retrouve des nénuphars de Monet, mais aussi les agapantes de Monet. Et avec mon ami, on était vraiment surpris de tomber sur ces tableaux qu'on ne connaissait pas du tout et qui sont vraiment très très beaux, qui restent dans la veine des nénuphars avec la rivière, l'eau, les couleurs pastel. Voilà, c'est très beau. Mais les agapantes, c'est un autre effet que les nénuphars quand même. Et donc c'était vraiment très chouette. On a beaucoup aimé cette partie-là du musée. Et il y avait aussi moins de monde que dans l'expo temporaire, mais ça, c'est comme toujours. Mais voilà, donc le musée Monet-Marmottan, je te conseille d'aller voir la partie Monet. Mais je t'avoue que Berthe Morisot, on n'était pas fan et ça me fait de la peine de le dire parce que j'aimerais soutenir les femmes peintres. Et là, c'était vraiment l'objet d'exposition justement de rappeler qu'il y avait des femmes impressionnistes aussi au 19e siècle. Mais voilà, non, c'était pas pour nous. Tant pis. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes favoris. J'espère que ça t'a plu et que ça aura pu te donner des petites idées, notamment de lecture pour le mois de mars. Et n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu as aimé au mois de février. Je te laisse mettre ton commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt. Salut!